Bonjour à toutes et à tous, cet épisode est tourné en partenariat avec l'ADCF, l'Association pour le développement de la culture fourragère. Que ce soit à l'automne ou au printemps, il arrive que les conditions pédoclimatiques de pâture ne soient pas forcément les plus idéales. En conditions humides, on observe certaines dégradations des pâtures qui peuvent vite incomber la gestion des animaux. Dégâts de piétinement, fourrage souillé par des animaux qui attendent parfois leur repas à l'entrée, sans compter les risques de boiterie et de salissure des animaux, ces effets peuvent entraîner des pertes plus ou moins prononcées sur la production long-moyen terme. Mais comme dit l'adage, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors dans cet épisode, il sera question de comment conduire au mieux son système de pâture en conditions humides. Et pour en discuter, je serai accompagné par Pascal Ruffer, conseiller en production animale chez ProConseil. Bonjour. Pascal, bonjour. Et Sabine Bourgeois-Barre, productrice de lait à Carouge. Sabine, bonjour. Bonjour. Et je vais me tourner vers Pascal pour mes deux premières questions. Le pâturage en conditions humides, quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce pâturage ? Alors c'est sûr que les risques, c'est que les prairies soient dégradées plus ou moins fortement et aussi que les animaux puissent commencer à avoir des soucis au niveau des pattes et au niveau de l'hygiène, que ce soit des mamelles ou des pieds. Et puis l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir continuer à ce que les animaux aillent chercher leur fourrage au pâturage tous les jours et non pas seulement quand il fait beau. Donc quelqu'un qui souhaite vraiment axer son système d'affouragement sur la pâture doit aussi réfléchir pour pouvoir anticiper toutes ces conditions trop humides et puis mettre en place des choses qui vont lui permettre de passer avec ses animaux, si on parle de vaches laitières, 4 fois par jour sur des chemins qui vont lui permettre justement d'accéder à toutes les parcelles de l'exploitation par tout temps et dans toutes les conditions. Oui, parce qu'en fait, tu évoques justement le système d'affouragement. Donc, il y a un peu ce maître mot de réfléchir à une échelle vraiment du système de comment on organise cette pâture en conditions humides. Voilà, alors il y a plusieurs mesures préventives pour que ça fonctionne bien. Déjà, au niveau des gazons, des prairies elles-mêmes, il faut vraiment viser un gazon qui est très dense, qui permet une bonne portance des animaux, même quand c'est humide. Et pour cela, une fumure adaptée, une fumure très précoce favorise le tallage des graminées. Un déprimage très précoce au printemps favorise aussi le tallage des graminées et du coup des gazons denses et portants. Et puis si ce n'est pas le cas, on peut aussi penser au sursemis dans des gazons un peu dégradés, mais la fumure et le déprimage ont un effet plus important sur cette densité de gazon. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tous les individus, des plantes et un nombre de plantes suffisant pour avoir un beau gazon. Sabine, du coup, à l'introduction, j'ai rappelé que tu étais productrice de lait. C'est des réflexions que tu as eues au cours de l'historique de ton exploitation ? Alors absolument, donc c'est des réflexions qu'on a eues dès le départ de l'implantation de la ferme où elle est, donc il y a une quinzaine d'années en arrière, où nous on avait comme stratégie de miser sur le système de pâture intégrale. Donc ça veut dire que quand on mise sur un système, on se donne les moyens après de le réaliser, autant au niveau des infrastructures que des techniques qu'on met en place. Je pense là aux techniques de pâturage, on a choisi la technique du pâturage tournodynamique. Oui. Et puis pour nous, c'est vraiment le système qui est garant d'avoir, comme disait Pascal, un gazon qui est dense en tout temps et puis qui permet justement de supporter mieux le piétinement des vaches, quelles que soient les conditions d'ailleurs. Et puis on a aussi beaucoup réfléchi justement au parcours des animaux. Donc le parcours, c'est pas seulement les infrastructures au niveau des chemins, mais c'est par où on les fait passer pour réfléchir aussi au côté propre, côté sale, pour pouvoir accéder aux bâtiments sans on passe par des chemins qui sont souillés par le passage des animaux. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place en amont, effectivement. Le pâturage tournant dynamique que tu évoques, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de l'épisode, mais l'idée, c'est vraiment de gérer les animaux dans l'espace pour pas qu'ils reviennent 2 fois au même endroit, en gros. Voilà, c'est d'avoir des parcelles qui sont en adéquation avec les besoins du troupeau. On dit plus ou moins un art par vache. Ça veut dire que nous, on a un troupeau qui pâture actuellement, qui fait entre 120 et 130 vaches au pâturage, parce que les taris, elles sont pas inclus.
Et puis en fait, on a tout, notre parcellaire, on l'a tout morcelé en parcelles de 120 arts, ce qui permet d'avoir des temps de séjour courts on réfléchit en repas carrément, donc on a des temps de séjour qui vont se situer en 12 et 36 heures selon la saison, enfin la pousse de l'herbe, et puis ce qui permet aussi d'avoir un tournus qui est agréable en temps de pluie, mais je pense qu'on y reviendra. Oui, mais d'ailleurs, justement, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, vu que tu disais que voilà, l'objectif, c'était vraiment de miser tout sur la pâture, très peu d'affouragement en bâtiment, si j'ai bien compris. Maintenant, pour arriver à cet objectif, il faut mettre en place des moyens. Les premiers moyens, Pascal, c'est quoi? C'est les infrastructures qu'on doit raisonner en amont, les chemins d'accès. Alors tout à fait, si on veut pâturer par tous les temps, juste ouvrir la porte de l'écurie et puis laisser aller les vaches sur toute la surface, ça ne va pas suffire parce qu'on aura très vite un bourbier. Et puis l'importance des chemins d'accès, elle est là, surtout pour aller pâturer loin et toutes les parcelles de l'exploitation. Et pour ça, il faut bien différencier. Est-ce que c'est un chemin principal, donc où les vaches vont passer matin et soir, 4 fois par jour, et puis c'est vraiment, on peut dire, la colonne vertébrale du système et qui va permettre d'aller dans toutes les parcelles, ou alors est-ce que c'est juste un chemin qui est secondaire et puis qui permet d'accéder à une parcelle qui est un petit peu plus lointaine et puis où les animaux vont pas passer très souvent. Donc c'est vraiment différent entre ces deux aspects-là. Et la question aussi de base à se poser, c'est est-ce que ce chemin sera utilisé que par les animaux, ou alors est-ce qu'il faut aussi prévoir que les véhicules puissent passer, que ce soit juste un quad qui vient amener quelques piquets ou amener quelque chose. Est-ce qu'on va passer avec un tracteur et une citerne à eau? Dans ce cas-là, il faut quelque chose de plus large et de plus solide. Ou alors carrément, c'est un chemin qui va aussi permettre de venir avec un gros tracteur et une tonne à lisier. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout les mêmes réflexions et pas du tout le même type de chemin qu'on va aménager. D'accord. Donc si je comprends bien, juste pour résumer, à vous entendre, en gros, j'ai l'impression quand même que le maître mot, c'est réfléchir à l'échelle du système. Et donc en cas pratique, c'est-à-dire quoi? Je prends une carte de mes parcelles, j'identifie lesquelles sont les plus loin, lesquelles sont les plus proches, par quel chemin les vaches vont passer. Est-ce que c'est des chemins principaux, secondaires? Et en fonction de ça, après, je me pose la question de à qui est destiné ces chemins. Tu l'as dit, véhicules ou animaux uniquement. Et donc après, je peux me poser la question de quel type de chemin je peux mettre en place. C'est ça? Exactement. Et puis ce parcellaire, il se définit avec idéalement une carte, avec un plan et puis un tournus, et puis de bien organiser le système en tout temps. Donc si on regarde après au niveau des chemins et des différents types de revêtements, on peut aller, si on veut, depuis le plus simple et le moins coûteux au plus résistant et plus coûteux. Et si on prend un simple chemin d'accès avec des copeaux qui sont parfois une solution assez facile à mettre en place et peu coûteuse, c'est peut-être une solution à court terme et puis qui n'est pas forcément recommandée si justement c'est un chemin principal, parce que rapidement les copeaux ils vont se dégrader en conditions très humides, ils vont se mélanger, ça va devenir boueux, ça va se mélanger encore avec de la beuse. Donc les copeaux, c'est vraiment une solution court terme qui n'est pas du tout recommandée dans ce genre de cas. Plutôt, on va peut-être les utiliser pour une courette ou un endroit où il y a beaucoup moins de passage. Mais si il y a des vaches qui doivent passer régulièrement sur ces chemins d'accès, on va plutôt privilégier quelque chose de plus stable et de plus dur. Donc on a soit des pavés bétonnés qui laissent passer l'eau. On a aussi des grilles plastiques type Ecoraster qui existent aussi. Ou ça, alors c'est des grilles avec des petites alvéoles dedans, c'est ça? Avec des petites alvéoles, exactement. Ou alors on a aussi les caillebotis de récupération. Des fois, il y a des caillebotis qui sont usés et qui peuvent très bien encore
continuer leur vie comme chemin d'accès sur des pâturages. D'accord. Sabine, dans ton exploitation, toi, tu as dû faire ce choix. Hein. Oui, alors effectivement, dès le départ, on a choisi nos colonnes vertébrales. Et puis par chance, on en avait quelques-unes qui étaient déjà en place avec des chemins bétonnés des AF. Mais après, c'était pas suffisant. Donc on a un peu utilisé plusieurs variantes. On a fait un chemin d'accès avec du caillebotis de porcherie recyclé. En fait, on a utilisé ces caillebotis. Donc ça fait 15 ans que c'est en place et puis ça donne effectivement satisfaction. Et puis récemment, on a refait un chemin alors avec l'écoraster, les grilles en plastique. Les grilles en plastique, parce que c'était un axe secondaire, mais quand même très utilisé parce qu'on a poser un pont sur le ruisseau pour donner accès à des surfaces d'extension, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais on savait que si on voulait le faire, ça passait par un nouveau chemin. Autrement, c'était pas possible au niveau du trafic des animaux. Parce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on n'a pas des chemins en bon état, ça ralentit beaucoup l'avance du troupeau quand on va les chercher ou les ramener au pâturage, surtout quand on en a beaucoup à déplacer, quoi. Oui, puis il y a le risque de boiterie. Boiterie. Nous, on est en gruyère, donc il y a les salissures aussi au niveau des tétines, les risques des butyriques, des choses comme ça. Et puis le temps, les vaches, si elles ne peuvent pas se déplacer à l'aise, si elles ne sont pas à l'aise pour se déplacer, elles prennent beaucoup de temps et puis ça, c'est pas le but, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et là, on parle de chemins qui sont plutôt à plat, mais si jamais il y a une pente, est-ce qu'on peut mettre des petits escaliers, des escalators, des ascenseurs, comment? Des ascenseurs à vaches, alors non, ça s'appelle des escaliers plutôt. Et dans ce cas-là, il y a différents systèmes qui permettent à la fois de stabiliser le chemin et puis que les animaux soient à l'aise. On peut soit mettre des poutres qui vont créer des sortes de paliers et du coup qui vont permettre aux vaches de monter, mais ça ce n'est pas suffisant. La poutre elle-même, il faut que les marches, si on veut, de l'escalier soient elles aussi stabilisées, donc que ce soit avec de l'écoraster, que ce soit avec des caillebotis, que ce soit avec même du gravier bien stabilisé, mais il faut que ces marches d'escalier soient plutôt dures et qui permettent justement que les niveaux soient franchis et que la vache puisse poser chaque fois les pieds sur chaque marche. Donc des marches pas trop hautes, maximum 30 cm et si possible suffisamment profondes pour que la vache puisse poser un pied après l'autre d'une marche à l'autre. Il y a un peu de bon sens à avoir là-dedans quand même. Alors, un peu de bon sens et puis s'adapter aussi au terrain existant. Ouais. Donc là, on a plutôt parlé de comment on amène les vaches à la pâture. Maintenant, on peut aussi se demander, se poser la question plus à l'échelle de la technique de pâture en conditions humides. Donc, à quoi je dois penser en premier? Est-ce que je dois laisser mes vaches tout le temps sur la pâture? Est-ce que je dois leur réduire leur temps d'accès? Par quoi le raisonnement passe? Alors effectivement, le but de la pâture, avant tout, c'est pas d'aérer les vaches, mais c'est de les faire manger. Oui. Donc, on sait que plus ou moins en 2 heures, la vache elle a mangé son repas. Donc, nous, l'idée quand on aborde une période pluvieuse prolongée, c'est que chaque matin, on regarde le bulletin météo pour regarder quelles seront les averses principales. Et puis, on sort les animaux en fonction de ça. Alors si c'est une période pluvieuse continue, on aura tendance à sortir les animaux directement après la traite parce que chez nous c'est le moment où elles ont le plus faim, donc on va c'est un élément clé, c'est que les animaux aient faim quand ils arrivent dans le pâturage pour pas perdre de temps à piétiner, mais à manger, qu'ils passent leur temps à manger. Donc au fait là on va les sortir directement après la traite pendant 2 heures et puis après on va 2-3 heures après on les remet en bâtiment parce qu'elles aiment aussi se coucher au sec, donc ça aussi pour leur confort à elles. Et puis sinon si on voit que c'est la matinée qui sera pluvieuse et puis l'après-midi plutôt ensoleillé, on va reporter l'accès au pâturage plutôt sur la
fin de la matinée, quitte à leur donner éventuellement un peu de foin en attendant s'il y a un manque d'offres de fourrage au pâturage, mais autrement, elles peuvent aussi attendre. Ouais, parce que le principal risque sur pâture, en gros, c'est vraiment le piétinement. Alors, c'est ça l'idée, donc il faut qu'elles restent le moins longtemps possible. Exactement, donc il faut qu'elles passent leur temps à manger et puis après aller se coucher pour ruminer au sec. Pour ça, il faut que l'offre au niveau du pâturage, il faut que l'offre en fourrage elle soit suffisante pour pas qu'elles perdent de temps. Et puis, ce qu'on va aussi définir, c'est le temps, au moment de la sortie des animaux, on va être moins exigeant sur les restes qui vont rester, les restes de pâture. La hauteur d'herbe, elle va être un petit peu plus élevée que ce qu'on tolère d'habitude pour justement éviter les allées-venues des animaux, quoi. Et d'ailleurs, en introduction, en tout cas dans la première partie, tu parlais justement de pâturage tournant dynamique. L'idée, c'est aussi d'avoir une gestion dans l'espace des animaux. J'imagine qu'au niveau du pâturage, on doit aussi pas forcément les faire rentrer par là où elles sortent et à l'inverse. Exactement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit en amont quand on met en place son bassin de pâture. C'est où on peut faire des entrées de parc et des sorties de parc différenciées. Oui. Donc, en général, les entrées, on les fait sur les endroits les plus éloignés parce que faire rentrer les animaux, on arrive toujours, les faire sortir, elles vont toujours sortir par le chemin le plus court. Donc, ça, c'est des choses à réfléchir. Et puis, ça a l'avantage en période pluvieuse que on fait rentrer des animaux dans un pâturage par un chemin qui est en principe stabilisé et en ordre avec des pieds propres. Et puis, où elles sortent, en général, elles ont tendance à tirer la terre et puis les sorties ont tendance à être plus piétinées que les entrées. Donc si on n'a qu'une entrée et une sortie, le risque c'est que quand vos vaches elles rentrent par la sortie, elles vous tirent de la terre jusqu'au milieu de la parcelle, ce qui la rend après moins facile à pâturer, moins appétante et puis avec plus de dégâts en fait. Oui, puis si l'herbe est souillée par de la boue, j'imagine les animaux vont pas trop le manger. C'est exactement le problème. Donc aussi un point de vigilance là-dessus. Ouais. J'imagine que aussi s'il y a des abreuvoirs dans la parcelle, il faut les bouger. Enfin, faut pas trop que ça reste au même endroit, sinon elles vont tous rester dessus. Alors, ça dépend un peu des parcelles. Nous, on a deux types. On a des abreuvoirs qui sont mobiles, des abreuvoirs qui sont fixes. Je pense qu'il est important. Bon, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas dans les périodes pluvieuses où les vaches elles vont le plus accéder aux abreuvoirs. Mais ce qui est important, c'est que quand on a des abreuvoirs qui sont fixes et beaucoup fréquentés, il faut stabiliser les alentours. Oui. Et puis ce qui est important aussi, c'est que on sait que les vaches elles ont tendance à aller toutes ensemble, ou une partie du troupeau elles vont boire ensemble. Et puis il faut avoir des abreuvoirs suffisamment grands pour pas qu'elles se battent autour et puis plus elles vont rester autour, plus elles vont se battre, plus il y aura de risque de piétinement et puis de salissure. Donc voilà. Par rapport aux abreuvoirs mobiles, il suffit de les changer de place, puis surtout bien réfléchir à l'emplacement. Il faut les mettre plutôt sur une hauteur ou que dans une bassière où là l'eau va stagner, puis ça va aggraver le problème en fait. Donc éviter toute stagnation, que ce soit de l'eau ou des animaux. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. On a Pascal, on a des indicateurs qui peuvent nous aider aussi à savoir quand est-ce qu'on peut rentrer les animaux ou pas au niveau de la hauteur d'herbe. Alors, c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Au niveau de l'entrée des animaux, donc une hauteur d'herbe pas trop haute parce que disons ça va accentuer les risques de perte et puis les risques de salissure, mais surtout aussi la sortie de parc qui va devoir se faire de manière un petit peu plus précoce. On va pas laisser, comme on dit, les bêtes ronger un parc, mais on va plutôt les laisser un tout petit peu d'hauteur résiduelle plus élevée. On va plutôt sortir à 5-6 cm d'hauteur d'herbe plutôt que 4, parce que ça va limiter justement le risque de trous. Ça va limiter aussi le risque d'animaux qui sont pas contents et puis qui sont à la sortie de parc en train de demander de sortir. Donc
il faut accepter de sortir un petit peu plus tôt les animaux et quitte à repasser au prochain tour, de descendre un petit peu plus bas dans la hauteur d'herbe. L'idée, c'est toujours de laisser un gazon bien dense et que ça puisse recouvrir si jamais il y a des petits trous, quoi. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, on évoque beaucoup dans cet épisode des aspects préventifs, mais si jamais il y a quand même des petits piétinements qui sont parfois inévitables, j'imagine, est-ce qu'il y a des moyens un peu de venir combler un peu ces piétinements ? Moi, je pense au sursemis, est-ce qu'il y a des techniques comme ça ? Alors, si vraiment il y a eu des gros trous et puis que, ma foi, les conditions n'étaient pas du tout idéales et on n'a pas réussi à gérer pour que les trous ne se fassent pas, c'est un moyen de passer un rouleau et puis de remettre des graines pour justement refaire un petit peu le gazon. Mais si les dégâts ne sont pas trop gros et juste des légers trous, le gazon va refaire sa place, va reprendre sa place, va recouvrir assez rapidement et souvent au passage d'après, les animaux viennent égaliser pour autant que les conditions de pâture soient un petit peu meilleures. Les trous s'égalisent d'eux-mêmes et si on a un bon gazon avec du régras, avec du pâturin qui vont taler, qui vont remplir ces trous-là avec du trèfle blanc encore, c'est pas du tout obligé de passer un engin ou un outil. Finalement, la magie de la prairie, ça marche toujours. Ouais. Surtout que ça line en... Ah, pardon. Non, mais si je peux juste compléter, Pascal, par rapport à notre expérience, si on prend l'année 2021 qui était très, très pluvieuse, nous, on n'a jamais dû interrompre la pâture. Et puis, sur les quelques dégâts qu'il y a pu y avoir dans les parcelles, nous, on a un tournus de plus ou moins 21 jours. En fait, ce qu'on voit, c'est que 3 semaines après, un mois après, le gazon, il a déjà repris sa place, quoi. Oui. Et puis, nous, on craint plus le piétinement d'automne que celui du printemps ou bien d'été, parce que là, la prairie, elle est en pleine vigueur, et puis elle comble très vite les trous, en fait. Oui, surtout que pour préparer l'épisode, tu nous disais qu'en plus de ça, toi, tu étais en condition de sol lourd, gras, très argileux, c'est juste. Hein. Donc, nous, on mise tout sur le couvert, on mise tout sur le gazon, et puis c'est là qu'on fait vraiment le plus attention. Et puis d'ailleurs, nous, on mesure l'herbe chaque semaine pour avoir justement pâturé juste, pour pas avoir ni de la surpâture, ni de la sous-pâture, et puis pour garantir un gazon impeccable, quoi. Ce qui finalement rejoint les méthodes préventives. Voilà. De manière globale, le maître mot un peu de l'épisode, c'est vraiment la prévention. Surtout, c'est vraiment mettre en place des moyens en amont et en réfléchissant à l'échelle d'un système pour pouvoir permettre tout ça en évitant tous les problèmes qu'on peut arriver, puisqu'au final, les moyens curatifs, ça joue beaucoup, beaucoup moins. La prévention, puis je pense quand même aussi l'observation, notamment des animaux quand ils sont au pâturage. Beaucoup regarder comment ils se comportent pour les enlever du pâturage quand ils n'ont plus rien à y faire, en fait. Oui. Quand ils ont faim, ils y vont. Quand ils n'ont plus faim, il faut y rentrer. Et la prévention passe aussi par investir un petit peu de temps et d'argent pour avoir des chemins d'accès qui sont des vrais chemins d'accès et qui permettent après de pâturer dans de bonnes conditions toute l'année et pas de dire on laisse les animaux dedans pour X raisons. Donc vraiment, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Oui, voilà. Donc faire attention aux circuits et aux infrastructures qui sont mises en place. C'est ça. Voilà, on va conclure cet épisode. Je vais vous remercier beaucoup d'avoir participé. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Merci aussi. Plaisir partagé. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode à venir. Salut!